Le vent glacial de novembre balayait la rue principale de Rédemption Gulch, soulevant des tourbillons de poussière ocre qui piquaient les yeux et s'insinuaient sous les cols des manteaux. Et Lara serrait plus fort son châle usé, une main protectrice posée sur le renflement de son ventre, un secret encore fragile sous les couches de laine. La ville était un creuset de désespoir et d'opportunisme, un lieu où les âmes étaient soit brisées, soit forgées dans un acier impitoyable. Depuis la mort de Thomas, 6 mois plus tôt, emportée par la fièvre des montagnes, Lara sentait chaque jour le poids de ce choix. Rester ou fuir? Mais fuir où? La ferme, perchée à flanc de montagne, était tout ce qui lui restait, un héritage de sueur et de rêves désormais menacés par la solitude et l'approche de l'hiver. Elle était venue pour la vente aux enchères, non par curiosité, mais par pure nécessité. Le maigre pécule laissé par Thomas, caché dans une boîte en fer sous une lame du plancher, devait lui permettre d'acheter une mule robuste. Une mule pour tirer la charrue, pour transporter le bois, pour ne pas être entièrement coupé du monde lorsque la neige ensevelirait les sentiers. Le commissaire-priseur, un homme à la voix rauque et au regard avide nommé Finch, débitait son boniment, vendant des outils rouillés, du bétail décharné et les maigres possessions de familles qui avaient abandonné la partie. La foule était un mélange hétéroclite de fermiers au visage buriné, de prospecteurs aux yeux fiévreux et de citadins venus flairer les bonnes affaires. Et Lara attendait, le cœur battant, espérant que les prix resteraient bas. Puis, après la vente d'une paire de béhus frétifs, Finch annonça le dernier lot d'un ton empreint d'un mépris théâtral. Et maintenant, mesdames et messieurs, un article un peu particulier. Trouvé errant dans les hauteurs, considéré comme une charge publique. La ville a décidé de recouvrer les frais de sa capture et de sa garde. 2 hommes traînèrent en avant une silhouette massive. Ce n'était pas un animal. C'était un homme. Il était immense, bâti comme un ours, avec des épaules larges et des bras semblables à des troncs d'arbres. Des chaînes liaient ses poignets et ses chevilles, cliquetant sinistrement sur le sol poussiéreux. Ses vêtements étaient des haillons, sa barbe et ses cheveux longs et emmêlés. Mais ce qui glaça le sang d'Elara fut le bandeau sale qui couvrait ses yeux. Des cicatrices anciennes, pâles et dentelées, couraient de ses tempes à ses joues, témoins d'une violence passée. Il était aveugle. Qu'est-ce qu'on est censé en faire? Cria une voix dans la foule. Finch sourit, un rictus cruel. C'est un homme de la montagne. Il a peut-être perdu la vue, mais il a encore ses bras. Pour quelques dollars, vous achetez une paire de mains. Pensez Y, hachez du bois, tirez une charrue si vous n'avez pas de bête. Il mange peu. Des ricanements parcoururent l'assemblée. On le traitait comme un objet, une bête de somme défectueuse. L'homme resta immobile, la tête légèrement inclinée, comme s'il écoutait le monde s'effondrer autour de lui. Il ne montrait aucune peur, aucune colère, seulement une immobilité de pierre, une dignité brisée mais pas anéantie. Et Lara sentit une vague de nausée la submerger. C'était la cruauté à l'état pur, la déshumanisation d'un être déjà frappé par le sort. Alors, qui m'offre $1? Juste $1 pour cet Hercule des montagnes, lança Finch. Le silence s'installa, lourd et gêné. Personne ne voulait d'un aveugle, d'un fardeau, d'une bouche inutile à nourrir. Et Lara vit le regard de M. Croft, le banquier, se poser sur elle. Il savait sa situation, il détenait l'hypothèque sur la ferme. Son sourire était celui d'un prédateur qui voit sa proie s'affaiblir. C'est à ce moment-là qu'une idée folle, insensée, germa dans l'esprit d'Elara. C'était un acte de défi autant qu'un pari désespéré. Elle avait besoin d'aide. D'une paire de bras, oui, mais peut-être aussi d'autre chose. Elle voyait la force brute enchaînée sur l'estrade, mais elle percevait autre chose dans sa posture, une résilience qui faisait écho à la sienne. $1, sa voix était à peine un murmure, mais dans le silence, elle résonna comme un coup de fusil. Tous les regards se tournèrent vers elle. Finch plissa les yeux, incrédule. La veuve Miller? $1, vous dites? Et Lara hocha la tête, le menton levé, refusant de se laisser intimider par les chuchotements et les regards stupéfaits. $1, une fois. $1, 2 fois. Finch balaya la foule du regard, cherchant une autre offre, mais ne rencontra que des visages fermés. Vendu. À la veuve Miller pour la somme ridicule $1. Le bruit du marteau scella son destin. Elle venait d'échanger la quasi-totalité de son argent, l'argent de la mule, contre un homme aveugle et enchaîné. La folie de son geste la frappa de plein fouet. Monsieur Croft secoua la tête avec un air de pitié méprisante. Et Lara s'avança, tendit la pièce de monnaie à Finch et prit la chaîne que lui tendait l'un des hommes. Le contact du métal froid dans sa paume était choquant. L'homme ne bougea pas,
attendant. Elle tira doucement sur la chaîne. Lentement, il la suivit. C'est pas long mais sûr. Un géant silencieux mené par une femme enceinte à travers une foule qui s'écartait comme si elle était contagieuse. Le chemin du retour vers la ferme semblait interminable. Le soleil déclinait, peignant le ciel de teintes violettes et orangées qui n'apportaient aucune chaleur. Le silence entre eux était une chose vivante, épaisse et inconfortable. L'homme, qu'elle avait appris à la mairie s'appelait Silas, marchait derrière elle, sa présence une ombre massive et inquiétante. Il ne trébuchait jamais. Il semblait sentir le sol sous ses pieds, anticipant chaque pierre, chaque racine. Et Lara se demandait ce qu'elle avait fait. Avait-elle ramené un monstre chez elle? Un danger pour elle et son enfant à naître? Ou avait-elle sauvé une âme, et peut-être, par la même occasion, la sienne? Ils arrivèrent enfin à la cabane alors que les premières étoiles perçaient le crépuscule. La ferme était une petite tache de civilisation accrochée à l'immensité sauvage des montagnes. Une cabane en rondin, une grange chancelante et un petit lopin de terre clôturé. C'était son monde. Elle s'arrêta devant la grange et se tourna vers lui. Son visage était impassible, une toile de granit sculptée par le chagrin et la rudesse. « Je n'ai pas de clé pour ça », dit-elle en désignant les lourds anneaux de fer qui enserraient ses poignets. Sa voix tremblait légèrement. Il ne répondit pas. Elle le conduisit à l'intérieur de la grange, l'air chargé de l'odeur de foin sec et de terre. Elle alla chercher un marteau et un burin dans la caisse à outils de Thomas. Le cœur battant, elle s'approcha de lui. « Ne bougez pas !» Elle posa le burin sur le maillon de la chaîne et frappa. Le choc du métal résonna dans le silence. Silas ne tressaillit même pas. Il fallut plusieurs coups puissants, l'effort faisant perler la sueur sur son front malgré le froid, avant que le maillon ne cède. Elle répéta l'opération pour l'autre poignet. Lorsqu'il fut enfin libre, il massa lentement ses poignets meurtris. Il se tenait là, libre mais toujours prisonnier de son obscurité, une figure imposante et imprévisible dans la pénombre de la grange. « Vous pouvez dormir ici, » dit-elle en désignant une botte de foin propre dans un coin. « Je vous apporterai à manger. » Il inclina la tête en signe de reconnaissance, le premier signe de communication qu'il lui offrait. Et Lara recula lentement, quitta la grange et verrouilla la porte. Ce n'est qu'une fois de retour dans la chaleur relative de sa cabane, le dos appuyé contre la porte, qu'elle laissa échapper le souffle qu'elle retenait. La peur et l'épuisement la submergeaient. Dehors, dans sa grange, dormait un étranger, un géant aveugle acheté comme du bétail. Et l'hiver arrivait. Les premiers jours furent une danse silencieuse hésitante autour de la méfiance. Et Lara lui laissait un bol de ragoût et un morceau de pain sur une souche près de la grange, et repartait aussitôt. Quand elle revenait, le bol était vide. Elle ne le voyait jamais manger. Elle l'observait de loin, à travers la fenêtre de la cuisine. Il passait des heures à explorer son nouvel environnement, non avec ses yeux, mais avec ses mains et ses pieds. Il arpentait le périmètre de la ferme, touchant les clôtures, le bois de la grange, le métal froid de la pompe à eau. Il semblait cartographier le monde dans son esprit, mémorisant chaque son, chaque texture, chaque odeur. Le craquement d'une branche sous le vent, l'odeur de la résine de pin, la sensation de la terre humide sous ses bottes. Un matin, la poignée de la pompe à eau se brisa net dans la main d'Elara. Un désastre. Le puits était sa seule source d'eau. Elle lutta avec l'engin, jurant de frustration, ses efforts vains. Soudain, une ombre se projeta sur elle. C'était Silas. Il s'était approché sans un bruit. Le mécanisme est grippé, sa voix était un grondement grave, rouillé par le manque d'usage. Et Lara sursauta, surprise de l'entendre parler. « Je sais. Je ne peux pas le réparer. » Il tendit une main. « Les outils. » Hésitante, elle le guida jusqu'à la caisse de Thomas. Il s'agenouilla et passa ses doigts sur chaque outil, les reconnaissant au toucher avec une précision déconcertante. Il choisit une clé, un marteau et un petit levier. De retour à la pompe, il se mit au travail. Ses mains, qui semblaient si massives et maladroites, se déplaçaient avec une grâce et une assurance incroyables. Il n'avait pas besoin de voir. Il écoutait le cliquetis du métal, sentait les vibrations, diagnostiquait le problème par le toucher. Et Lara le regardait, fascinée. Il démonta une partie du mécanisme, réajusta une pièce tordue, et en moins d'une heure, la pompe fonctionnait à nouveau. Il actionna le levier et l'eau claire jaillit en gargouillant. Il se redressa, essuyant la graisse de ses mains sur son pantalon. Il n'y avait aucune fierté sur son visage,
juste le calme d'une tâche accomplie. Pour la première fois, Elara ne vit plus un fardeau, mais un atout. Elle ne vit plus l'aveugle, mais l'homme compétent. Merci, murmura-t-elle. Il hocha simplement la tête et retourna vers la grange. Cet incident marqua un tournant. La confiance, fragile comme une pousse de printemps, commença à germer. Le lendemain, Elara laissa la porte de la grange déverrouillée. Silas ne tenta jamais d'entrer dans la cabane. Au lieu de cela, il commença à travailler. Il trouva la pile de bois que Thomas n'avait jamais eu le temps de fendre. Il prit la hache. Le son régulier et puissant de la lame s'enfonçant dans le bois devint la nouvelle bande sonore de la ferme. Il travaillait du matin au soir, ne s'arrêtant que lorsqu'Elara déposait son repas. En une semaine, il avait constitué une réserve de bois de chauffage plus grande que celle qu'il n'avait jamais eue. Il renforça une section de la clôture qui menaçait de s'effondrer, utilisant son Wi-Fi pour détecter le bruit des animaux s'approchant la nuit. Il se déplaçait sur le terrain avec une aisance qui défiait sa cécité, un esprit de la montagne dans son propre royaume. Elara commença à lui parler, lui racontant de petites choses sur la ferme, sur le temps qu'il faisait, sur les coups de pied du bébé dans son ventre. Il écoutait toujours en silence, mais elle sentait qu'il absorbait chaque mot. Une routine s'installa, un partenariat tacite basé sur la nécessité et un respect mutuel naissant. La peur initiale d'Elara s'était transformée en une curiosité prudente, puis en une forme de camaraderie silencieuse. Elle avait acheté une paire de mains, et avait trouvé bien plus. Elle avait trouvé un gardien. La première neige tomba, un léger saupoudrage qui blanchit les sommets des montagnes et rappela à Elara l'urgence de sa situation. C'est ce jour-là que M. Croft décida de lui rendre visite. Il arriva sur son cheval bai, son costume sombre une tache incongrue dans le paysage rustique. Son regard balaya la ferme, s'arrêtant sur l'impressionnante pile de bois de chauffage, et un pli de mécontentement se forma sur ses lèvres. « Madame Miller, dit-il d'un ton faussement compatissant en descendant de sa monture. Je vois que vous vous préparez pour l'hiver. C'est admirable. » Elara se tenait sur le porche, les bras croisés sur son ventre. « Que voulez-vous, monsieur Croft ? » Juste une visite de courtoisie. Pour discuter de vos arrangements. L'échéance de l'hypothèque approche. Avec l'hiver, je crains que vous ne puissiez pas faire face. La banque doit protéger ses intérêts, vous comprenez. Ses yeux luisaient de cupidité. Il voulait la terre, elle le savait. La rumeur d'un filon d'or dans la région rendait chaque parcelle potentiellement précieuse. Le paiement sera fait, dit Elara, sa voix plus ferme qu'elle ne s'y attendait. Croft gloussa. Vraiment ? Et comment ? Votre acquisition de la vente aux enchères va labourer les champs pour vous ? Il jeta un regard méprisant vers la grange. À cet instant, le bruit régulier de la hache s'arrêta. La porte de la grange s'ouvrit et Silas apparut sur le seuil. Il tenait la hache dans une main, la lame reposant contre sa cuisse. Il ne la brandissait pas comme une arme, mais sa simple présence suffisait. Il se tourna lentement dans la direction de la voix de Croft, la tête inclinée, écoutant. L'immobilité de ce géant aveugle était plus menaçante que n'importe quel cri. Il était une force de la nature, silencieuse et imprévisible. Croft perdit son sourire. Il recula d'un pas. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » ?»« Gardez votre animal à distance, madame. » Silas ne bougea pas. Il se contenta de rester là, une sentinelle de granit entre le banquier et Elara. Sa présence changea toute la dynamique de la scène. Elara n'était plus une veuve isolée et vulnérable. Elle n'était plus seule. Puisant sa force dans ce soutien silencieux, elle se redressa de toute sa hauteur. Il n'est pas un animal. Et ceci est ma propriété. L'échéance n'est pas encore passée. Maintenant, partez. Le visage de Croft devint rouge de colère et d'humiliation. Être tenu en échec par une femme et son serviteur aveugle était un affront. Il cracha par terre. Vous le regretterez, veuve. Quand la neige vous aura enseveli et que vous crierez famine, souvenez-vous de cette conversation. Il remonta à cheval, jeta un dernier regard haineux à Silas, et partit au galop. Quand le bruit des sabots se fut éteint, un silence profond s'installa. L'air était encore vibrant de la tension de la confrontation. Elara se tourna vers Silas, qui n'avait toujours pas bougé. « Merci, » dit-elle, et cette fois, le mot était chargé d'une gratitude immense. Il tourna la tête vers elle, et pour la première fois, elle crut déceler l'ombre d'une émotion sur son visage stoïque.
Il se contenta d'un signe de tête avant de retourner à l'intérieur de la grange. Le son de la hache reprit, régulier, rassurant. Le cœur de la ferme battait à nouveau. Ce soir-là, la routine changea. Au lieu de laisser son repas dehors, Elara ouvrit la porte de la cabane. Silas. Venez manger à l'intérieur. Il fait trop froid. Il y eut une longue pause. Puis, elle entendit ses pas lents et délibérés sur le porche. Il se baissa pour passer le seuil et se tint maladroitement près de la porte, comme s'il craignait de souiller cet espace de sa présence. Elara lui indiqua une chaise à la table. Il s'assit, et ils mangèrent en silence, le crépitement du feu dans l'âtre comblant le vide. Quand ils eurent fini, Elara osa poser la question qui la hantait. Comment avez-vous perdu la vue? Il resta silencieux un long moment, fixant le vide. Elara regretta sa question, pensant avoir franchi une limite. Mais il finit par parler, sa voix basse et grave. Un ours. Il y a 2 hivers. Je trappais avec un partenaire. La bête m'a surpris. Je l'ai tué, mais... Il toucha les cicatrices sur son visage. Mon partenaire a pris les peaux et m'a laissé pour mort. J'ai erré pendant des jours avant que des prospecteurs ne me trouvent. Son récit était dénué de tout apitoiement. C'était un simple énoncé de faits, une histoire de trahison et de survie. Et Lara sentit son cœur se serrer de compassion. Elle comprenait maintenant la profondeur de son isolement, la méfiance qu'il portait comme une armure. Silas plongea la main dans sa poche et en sortit quelque chose qu'il posa sur la table. C'était un petit oiseau, sculpté dans un morceau de pain avec une finesse stupéfiante. Chaque plume était détaillée, la tête tournée dans une attitude curieuse. C'était une œuvre d'une beauté et d'une sensibilité inattendues. Je l'ai fait quand mes mains s'ennuient, dit-il simplement. Et Lara prit l'oiseau. Il était lisse et chaud dans sa paume. C'était plus qu'un simple morceau de bois. C'était un message. Une preuve qu'à l'intérieur de cet homme brisé et silencieux, il y avait un monde de beauté et de perception que personne ne pouvait voir. Il ne pouvait pas voir le monde, alors il le recréait avec ses mains. Elle leva les yeux vers lui, et ses propres yeux s'emplirent de larmes. Elle ne voyait plus un homme qu'elle avait acheté, ni un serviteur, ni même un protecteur. Elle voyait Silas. Un homme d'une force et d'une dignité immense, qui avait enduré l'inimaginable et qui continuait à trouver le moyen de créer de la beauté dans les ténèbres. Dehors, la neige se mit à tomber plus drue, de gros flocons silencieux qui recouvraient la terre d'un manteau blanc et pur. La ferme semblait se recroqueviller sur elle-même, protégée du monde extérieur. L'hiver n'était plus une menace terrifiante, mais une promesse de quiétude, un temps de repli et de renouveau. Dans la lueur dorée du feu, Elara posa une main sur son ventre, où une nouvelle vie grandissait, et regarda l'homme assis en face d'elle. Ils étaient 2 âmes solitaires, rejetées par le monde, qui avaient trouvé refuge l'une dans l'autre. Ils n'avaient pas grand-chose, juste une cabane fragile contre la fureur des montagnes. Mais ils avaient la chaleur du feu, la promesse d'un avenir, et la force tranquille d'un partenariat forgé non pas dans les mots, mais dans les actes. Ensemble, ils affronteraient l'hiver. Ensemble, ils survivraient.